Bonjour à tous, merci d'être présents cet après-midi pour assister au marathon de mini-conférence du Café des Sciences. Nous verrons dans plusieurs disciplines comment la science et la fiction se confrontent ou peuvent parfois se rejoindre. Témoins de cette conférence, 10 marathoniens, 2 dessinatrices, Eléa et Pellicci, qui vont dessiner en live, dont les dessins seront sur Twitter et sur le stand du Café des Sciences par la suite. Et nous allons commencer sans plus attendre avec Asclepios et Premium, mieux, ça marche très bien, sur Alexandre le Grand contre les démons dans ses rêves. Intoxication à l'herbe de... Top départ. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, aujourd'hui on va discuter un peu de Bible parce que j'avais pas de roman de fiction sous les yeux et ça tombe bien, ça nous permet d'introduire un personnage que j'affectionne énormément qui s'appelle Saint Antoine le Grand. Donc on va parler un peu de son histoire à Saint Antoine le Grand. Vous voyez, il est réel, c'est quand même un mec qui a un peu la classe. Donc Saint Antoine le Grand, il est connu, c'est un Égyptien issu d'une riche famille d'agriculteurs, qui est né au début 251, qui est mort en 356 après Jésus-Christ. Donc le christianisme à l'époque, c'était un peu la religion qui démarrait, c'était pas terrible, mais ça commençait à venir. Et le mec est spécialement connu parce qu'à un moment donné, il était très riche, tout ça, il s'inquiétait beaucoup de son salut, et il lit un verset de la Bible qui dit, d'après saint Matthieu, « Abandonne tout et pars sur les routes ». Donc le mec, il lit une phrase, il y va. Et du coup, il abandonne tout, il vend tout ce qu'il a, toutes ses possessions, et il part sur les routes. Il va occuper un château qui était complètement abandonné dans le désert de Nubie, je crois. Et ce mec part sur les routes, il abandonne tout, il vit une vie d'ascète, de ce qu'on appelle précisément d'anachorète. Donc anachorète, c'est pas un insecte dégoûtant dont Pierre Kerner a le secret, c'est une vie complètement d'ermite où on n'a pas de possession physique, où on n'a pas de rapport sexuel. Voilà, c'est une vie complètement dévouée à Dieu et à penser à Dieu. Donc le mec, il vit sa vie comme ça, il n'a pas grand-chose, il n'a pas de vêtements, il se fait livrer un sac de farine de seigle de temps en temps pour se faire du pain, pour manger quelque chose, parce que sinon on meurt, quoi. Et il vit sa vie comme ça. Et la légende de Saint Antoine veut qu'il ait rencontré dans le désert, il a eu des apparitions qui sont, ça c'est sa vie de moine, c'est vraiment super, on va passer au prochain. Il a des apparitions qui sont complètement fantasmées, qui sont à la fois des apparitions démoniaques ou des apparitions tentatrices. C'est ce qu'on appelle les tentations de Saint Antoine. Vous avez différentes œuvres qui les décrivent. Tu peux passer. On va passer à Dali, je pense. Voilà, avec des femmes à poil, vous avez des animaux effrayants, tout ça c'est la tentation de Saint Antoine. Il a des apparitions qui sont divines, qui sont là pour le tenter, pour l'éloigner du chemin, et lui il va continuer à adorer Dieu et à se battre contre ses tentations. Donc c'est vraiment quelque chose dans l'imaginaire, entre guillemets, qui est considéré, le mec se bat en permanence pour résister à la tentation. Et il a des hallucinations, et il se bat lorsqu'il a ses visions, il se bat contre des démons. Et d'ailleurs, il a des stigmates, c'est-à-dire qu'il va avoir des blessures au niveau des mains, au niveau des jambes, donc il se bat vraiment contre quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Donc vraiment, la vie de Saint Antoine, c'est une vie de se battre contre des démons, et le fait qu'il ait tous ces stigmates et toutes ces choses comme ça va faire qu'il va être suivi, adoré, et c'est même le père reconnu de tous les ordres monastiques, c'est-à-dire que tous les moines qui sont dans des monastères, tout ça, leur père, leur saint-père, c'est Saint Antoine. Donc ça, c'est son histoire. Mais la question qu'on s'est posée avec François, c'est, entre guillemets, est-ce qu'on n'a pas une autre explication que des visions démoniaques pour expliquer ce qui est arrivé à ce bon vieux Saint Antoine? Parce que c'est bien la Bible, ou les récits bibliques qui sont autour, mais est-ce qu'on n'a pas des explications un peu plus scientifiques? Alors, moi, j'aimerais vous parler d'un champignon. Comme ça, pas forcément de rapport, mais j'aimerais vous parler d'un champignon. Le champignon en question, c'est... Alors, on va pas essayer de ne pas l'écorcher, est-ce qu'on a son nom quelque part? Claviceps purpurae, ou aussi appelé ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est ce qu'on voit là. C'est un champignon qui fait des petits ergots sur le seigle.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Saint-Antoine, il se faisait livrer de la farine de seigle pour faire son pain. Alors, l'ergot de seigle, c'est connu maintenant pour faire deux choses. On vient de nous niquer la conf. Merde. Donc, l'ergot de seigle, maintenant, c'est connu pour plein de choses, mais ça produit des alcaloïdes, alors des produits chimiques, qui font deux choses particulières. L'une de ces premières choses, alors, c'est un effet vasoconstricteur. C'est l'ergotamine. L'ergotamine, on l'utilise à l'heure actuelle. C'est un médicament, les dérivés de l'ergot de seigle font des médicaments qui font un effet de constriction des vaisseaux. Les vaisseaux, les plus petits vaisseaux vont se fermer, ce qui va entraîner un défaut d'afflux de sang dans certaines parties. Alors généralement, plus les vaisseaux sont petits, plus ça va être marqué. C'est pour ça que ça touche principalement les extrémités, les mains, les jambes, la peau, les choses comme ça. Et donc ça fait ce qu'on appelle des gangrènes. Alors pas la gangrène infectieuse qui est dégueulasse, ça coule, ça pue, voilà tout ça. C'est plutôt des gangrènes sèches, vraiment de nécrose, c'est-à-dire que le sang n'arrive plus, ça sèche, ça meurt. Et ça pourrait nous expliquer nos stigmates de notre bon Saint-Antoine qui, lui, mangeait quand même beaucoup de choses à base de seigle. Alors, il y a quelque chose aussi à comprendre, c'est qu'à l'époque, les gens, quand on a des nécroses, on a le doigt qui devient tout noir et qui tombe. Donc en fait, les anciens décrivaient cette peste ardente parce que ça donnait des douleurs de brûlure qui étaient vraiment intenses et on avait l'impression que les doigts et les pieds, entre guillemets, se carbonisaient de l'intérieur. Donc les gens avaient l'impression qu'ils brûlaient de l'intérieur et c'est vraiment ce qui donne cette dénomination de mal des ardents, de peste ardente. Ou du feu de Saint-Antoine, le fameux feu de Saint-Antoine. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, c'est responsable. Alors ça, c'est les petites traces qu'on peut voir, des plages de nécrose, des douleurs abdominales, des douleurs atroces, des zones qui voilà, des morceaux qui tombent, voilà. Joie, bonheur, félicité. La deuxième chose, c'est que ça produit aussi de l'acide lysergique. L'acide lysergique, c'est un hallucinogène. Et comme le monsieur l'a fait si bien remarquer, c'est l'un de ses dérivés, il s'appelle le diéthylamide d'acide lysergique, est aussi connu sous le nom de LSD. Et donc on a un élément qui se trouve dans le seigle, plus ou moins moisi, qui peut se manger, qui correspond à des douleurs, des brûlures, qui peut créer des trous, des pertes de peau ou même de parties de l'organisme, puisqu'on peut perdre des doigts ou des orteils, ou des choses comme ça, et qui peut faire délirer. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que notre bon Saint-Antoine, il se serait pas juste fait masse de tripes au LSD, quoi? Donc c'est ça. Donc la vraie rien à voir apparemment. Oui, c'est totalement autre chose. La vraie question entre guillemets derrière tout ça, c'est que effectivement le feu ardent, le mal de Saint-Antoine comme il est décrit, c'est très probablement ce qu'on peut assimiler à de l'ergotisme, c'est-à-dire une intoxication qui est due à l'ergot de seigle, notamment parce qu'il mangeait que de la farine de seigle qui était avariée, parce qu'il la prenait à pas cher, parce qu'il y avait une vie de pauvreté, et donc entre guillemets, ces visions peuvent s'apparenter à un délire hallucinatoire qui est dû à un précurseur du LSD. Effectivement. Il faut savoir aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, que l'ergotisme, c'est une maladie qui a atteint beaucoup de villages comme ça. Et notamment, il y a une histoire assez célèbre qui est celle des sorcières de Salem. Les sorcières de Salem, elles faisaient des crises d'ergotisme de la même manière, qui leur donnaient des hallucinations et des troubles psychiatriques qui pouvaient, entre guillemets, expliquer qu'elles aient ces crises de folie et tout ça, avec tout ça. Donc ça créait beaucoup de peur et on assimilait ça à une peste parce que la peste, c'était un peu tous les maux qu'on pouvait avoir comme ça. Et on passe à la suite. Et nous allons passer à la suite. Et je vais vous présenter quelqu'un de merveilleux, c'est l'animatrice de Passé Sauvage, Clotilde, qui va nous parler d'archéologie et plus précisément d'Indiana Jones. Merci à vous. Un seul micro suffira. Et là, je vais à droite si je veux faire suivant. Exactement. Ok. On va commencer par une question stupide et puis le niveau montera après. Vous avez tous vu Indiana Jones? Ok, allez, on commence. Alors, on va commencer par la question qui fâche. Indiana Jones est-il un archéologue?
Non, ok. Bon, on va développer un peu, sinon c'est pas très drôle. Non, Indiana Jones n'a rien d'un archéologue. C'est au mieux un chasseur de trésors à la mode 19e siècle. Et ce qui pose problème, moi je vais vous expliquer ce qui marche pas en tant qu'archéologue, puisque c'est mon métier. Et puis on verra qu'il y a des choses qui fonctionnent quand même. Alors le premier truc qui choque dans ces films, c'est la vision de l'autre, de l'étranger, qui est intégré au monde sauvage, on va dire, qui est confronté au monde des civilisés. Ce monde sauvage, il n'a jamais d'espace-temps. C'est-à-dire que vous ne savez jamais vraiment où vous êtes. Vous êtes vaguement dans la jungle à un moment. Il est où le pointeur? Au milieu. Voilà. Il y a des mecs qui courent, qui représentent le danger. Vous ne savez jamais de quand datent les objets qu'on vous montre. Et d'ailleurs, les décors et les objets qu'on vous présente ne sont absolument pas réalistes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas exister. Là, ça, c'est un mélange de Maya, égyptien, on ne sait pas trop. Vous pouvez faire tous les musées du monde, vous ne trouverez jamais ce truc. Et là, on est censé être dans un temple égyptien, sauf que le toit est voûté. Or, la voûte sera inventée des millénaires plus tard. Donc ça ne fonctionne pas. Bon, après tout, ces incohérences, c'est pas très grave, puisqu'on est dans une fiction. Je sais plus. Voilà, nous sommes dans une fiction, c'est très bien. Nous y sommes toujours. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que Indiana Jones a un rapport avec l'archéologie ? Donc là, je vais vous parler uniquement du premier Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et donc, petit rappel de l'histoire, on est en 1936. Indiana est en Amérique du Sud au début, et puis il est appelé par ces deux mecs-là, qui sont des représentants des services secrets américains, qui vont l'envoyer au Caire, parce qu'au Caire, il y a des fouilles organisées par les nazis. Les nazis cherchent ce truc-là, qui est l'Arche de l'Alliance, qui contient les tables de la loi. Bref, ça on s'en fiche. Ce qu'il faut retenir, c'est que les nazis cherchent des objets religieux, des reliques. Alors, il y a un truc très très intéressant dans ce film. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Voilà. Non, pardon. Il y a un truc très intéressant dans ce film qui fonctionne au niveau historique. C'est justement ce que je vous ai dit, les nazis. C'est un fait hyper important pour le XXe siècle, les fouilles dirigées par les nazis, qui est expliqué par cet extrait, qui est pour moi l'extrait le plus important d'Indiana Jones, que je vous passe, puisque à la fin de la conférence, on va parler uniquement de ce passage-là. Alors je ne sais pas si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Yesterday afternoon, our European sections intercepted a German communique that was sent from Cairo to Berlin. Now, You see, over the last 2 years, the Nazis have had teams of archaeologists running around the world looking for all kinds of religious artifacts. Hitler's a nut on the subject. He's crazy. He's obsessed with the occult. Lost Ark. Yeah, the Ark of the Covenant, the chest the Hebrews used to carry around the Ten Commandments. What do you mean, Ten Commandments? You're talking about the Ten Commandments? Yes, the actual Ten Commandments, the original stone tablets that Moses brought down out of Mount Horeb and smashed, if you believe in that sort of thing. Did you guys ever go to Sunday school? Ok, sa dernière phrase là, elle est très très importante, je vous en reparle juste après. Donc ce que dit ce mec-là, à propos d'Hitler, est tout à fait juste. Hitler était un fanatique, il était complètement obsédé par les objets antiques, et les aigles, les croix gammées, ce sont des symboles hérités de l'Antiquité. Et donc, à partir de 1930, ça marche plus le pointeur. Non, c'est pas grave, je continue. À partir de 1930, Hitler va envoyer des équipes de fouilles d'archéologues nazis un petit peu partout dans l'Europe, et ces missions consistent à ramener des objets, des reliques, des objets religieux en Allemagne. Pourquoi ils ne cherchent pas en Allemagne ? Parce qu'en Allemagne, au niveau archéo, c'est pas la folie. Il n'y a que des vestiges préhistoriques ou proto-historiques, donc c'est âge du bronze, âge du fer. Il aurait bien voulu aller en Italie, mais il y a déjà Mussolini qui a commencé cette récupération. Donc il va faire ça un petit peu partout en Europe. Et ça, c'est un fait qui est
très intéressant pour l'histoire, mais qui est surtout peu évoqué dans le cinéma, surtout pour la Seconde Guerre mondiale. La plupart du temps, on s'intéresse au combat, à la Shoah. Et pour ça, ce film est juste et présente un intérêt. Alors, au départ, j'avais décidé de m'arrêter là pour la conférence. Et en fait, en prenant l'extrait que vous venez de voir, je me suis rendu compte qu'on pouvait lire Indiana Jones d'une façon complètement différente. À partir de cette phrase, justement, vous séchez le catéchisme. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est que ma vision, et on peut en discuter plus tard, mais pour moi, Indiana Jones, ce n'est pas un film sur l'archéologie, c'est même pas un film sur un archéologue qui cherche des objets précieux, c'est un film sur la Bible, et c'est même un cours de catéchisme. Alors pourquoi ? Déjà, il y a cette phrase qu'Indiana Jones dit, qui est lourde de sens. Et elle n'est pas dite devant n'importe qui. Elle est dite devant ces deux gus-là, qui sont des représentants de l'État, par un prof de fac. Donc la hiérarchie, elle est complètement inversée ici, et ça se voit même dans le traitement de la caméra, on est en contre-plongée. Et puis il faut regarder comment est la pièce. On est censé être on est dans une université. On n'est pas dans une salle de classe classique. On n'est pas non plus dans un amphithéâtre. On est dans une salle tout en longueur. Il y a des grandes vitres arrondies, qui ont des vitraux, et puis il y a des rangées de chaises. En fait, on se croirait dans une église. L'autre truc qui vient appuyer cette idée, c'est ce tableau. Ce tableau-là, qui, pendant toute la séquence, vous le voyez en plan large, d'accord ? Et vous voyez les écritures. Et il y a un premier indice, qui est l'ombre d'Indiana Jones, qui vient balayer à chaque fois les écritures. Et cette ombre, elle n'est pas naturelle. C'est pas mon ombre là que vous voyez. C'est une ombre qui est accentuée. Il y a un projo qui vient d'ici pour qu'on la voit mieux. Et en fait, ça, c'est une annonce de ce qui va suivre. Et je vous montre ce qui va suivre. Alors, il n'y a pas le son, parce que je vais parler en même temps. Alors, ces écritures... Ouais, tu peux la lancer, je continue de parler. Ces écritures, c'est quoi ? C'est des calculs, c'est des chiffres, il y a des fractions, il y a des racines carrées. C'est l'écriture scientifique, d'accord ? L'écriture scientifique, c'est par essence l'écriture de la preuve, de la vérité, ou au moins de la recherche. Et regardez ce qu'il va en faire, Indiana Jones, de l'écriture scientifique. Il va la retourner, la masquer et proposer son interprétation des faits. Là, il dessine un objet religieux, une relique. Et à partir de là, le film ne parle plus d'archéologie. Il parle d'un autre texte. Ce ne sont pas des écritures scientifiques. C'est la Bible, là, qu'il ouvre. Et le texte, vous allez voir, va prendre toute l'image. Et ça fait un peu comme les génériques de début Disney. Vous savez, quand on ouvre un grimoire et l'histoire commence à partir de ce moment-là. Là, c'est exactement ça. Il y a eu 20 minutes de film où Indiana Jones court dans la jungle. On s'en fout. On ne va plus parler de ça maintenant. On va parler de la Bible. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Clotilde. Merci. Nous allons maintenant rester dans le 7e art et basculer cette fois vers les mathématiques présentées par elle, Gigi. Alors bonsoir à tous. Alors du coup, moi j'ai deux passions dans la vie. Première passion, les mathématiques. Deuxième passion, regarder des films, mais plus précisément regarder des films de mathématiques. Et même c'est encore un petit peu plus précis que ça. C'est-à-dire que j'aime regarder des films de mathématiques et m'arrêter sur les scènes où il y a des équations pour vérifier si les équations sont correctes ou pas. Alors bon, c'est vrai, ça peut paraître assez particulier comme hobby, mais en fait des films de mathématiques, il y en a finalement pas mal. On vient de voir Indiana Jones avec une scène avec des équations, et du coup je me suis posé la question, combien est-ce qu'il existe de tels films, de films qui parlent de maths ? Alors du coup, premier réflexe quand on a ce genre de questions, on va sur Wikipédia. Et Wikipédia a une liste assez incroyable de films qui parlent de mathématiques et qui en donne une liste de précisément 42. Vous pouvez compter, hein. Sauf que du coup, dans cette liste, il y a quand même des choses qui m'embêtent un petit peu. Notamment, ils mettent Jurassic Park dans la liste des films qui parlent de maths. Alors pour moi, non, Jurassic Park ne parle pas de mathématiques.
Du coup, je me suis créé ma classification des films de maths, c'est-à-dire une classification de 0 à 5 pour préciser la place qu'occupent les mathématiques dans les films. Alors on commence avec les films de niveau 0, c'est les films qui parlent pas du tout de maths, il y a des maths nulle part dans le film. Donc globalement, c'est les films qui pour moi ne sont pas intéressants. Donc La Moustache, l'histoire d'un mec qui se rase la moustache, aucun rapport avec les maths. Fast and Furious 4, bon, il y a quelques vitesses, des choses comme ça, mais bon, on peut pas vraiment parler de maths. Il était une fois en Amérique, absolument inintéressant. Ensuite, on passe au film de niveau 1. Alors ça, les films de niveau 1, c'est des films qui, quand on voit le titre, on dit « Ah là, ça va être intéressant », mais en fait, après, c'est très décevant. Donc Pentagon Paper, qui parle pas du tout de figures géométriques, l'Odyssée de Pi, qui parle pas du tout de nombres, ou Calcul meurtrier avec aucune scène d'équation, enfin très, très décevant comme film. On passe ensuite à des films de niveau 2, c'est-à-dire des films dans lesquels à un moment il y a des maths, mais c'est pas vraiment le sujet. Alors par exemple, La solitude des nombres premiers, qui est un film qui, quand on voit le titre, on va se dire « Ah là, ça va être intéressant, ça va parler de nombres premiers ». En fait, il y a juste une scène à un moment donné où ils évoquent les nombres premiers pour donner le titre au film, mais c'est à peu près tout. Très très décevant, hein. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille anorexique qui tombe amoureux d'un garçon qui a pas mal de problèmes aussi. C'est très déprimant comme film, ça n'a aucun rapport avec les maths. Jeu d'enfant, un film avec donc Guillaume Canet et Marion Cotillard. Dans ce film, Marion Cotillard interprète une étudiante en maths. Il y a une scène assez gênante dans laquelle on a Guillaume Canet qui essaye de draguer en utilisant des métaphores mathématiques. Je voulais mettre l'extrait au début, mais je me suis dit en fait non, c'est vraiment très très gênant, donc j'ai préféré pas le mettre. Et on a par exemple Cinéman par Yann Moix, hein, qui avant de faire de la télé réalisait des films. Il a bien fait d'arrêter quand on voit le film. Donc c'est l'histoire d'un professeur de mathématiques qui devient cinéman. Bref, les films de niveau 2, c'est des films qui peuvent être intéressants, mais en fait non. Maintenant, on passe aux vrais films de maths. Donc c'est à partir des films de niveau 3 que je considère que c'est des films de maths. Par exemple, Le Monde de Nathan, l'histoire d'un jeune autiste qui découvre un petit peu la vie grâce aux mathématiques. On a Agora, le biopic de la mathématicienne de l'Antiquité Hypatie, ou le film Cube, avec des personnages enfermés dans un labyrinthe cubique, et le cube répond à des règles mathématiques. Donc tout ça, c'est des films qui parlent de maths, mais pas que. Il y a aussi pas mal d'autres choses intéressantes à voir dans le film. Et du coup, si on s'arrête juste aux maths, on passe quand même à côté de pas mal de choses. On passe aux films de niveau 4, alors là encore plus de maths, c'est-à-dire des films où tout tourne autour des mathématiques. C'est-à-dire qu'on suit la vie de mathématiciens avec des problématiques liées aux maths, liées aux démonstrations, ce genre de choses. Par exemple, L'homme qui défiait l'infini, biopic du mathématicien Ramanujan. Marie, l'histoire d'une gamine prodige en mathématiques avec son père joué par Chris Evans qui essaye d'obtenir sa garde. Ou Proof avec Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, l'histoire d'une mathématicienne qui essaye de comprendre son père à travers les démonstrations d'un théorème. Donc c'est des films avec des problématiques vraiment très liées aux mathématiques, qui du coup pour moi sont plutôt intéressants et qui en fait pour le grand public aussi donnent le genre de questions qu'on peut retrouver et qui sont vraiment propres aux mathématiques. Mais c'est quand même des films grand public que je vous conseille. Et enfin, les films de niveau 5, c'est les films avec des maths partout, tout le temps. Donc c'est-à-dire des films dans lesquels les personnages sont des concepts mathématiques, le monde est un concept mathématique, l'histoire tourne autour des mathématiques. Alors j'ai trouvé qu'un seul exemple, hein. Flatland, c'est-à-dire l'histoire d'un carré qui découvre la 3e dimension. Ce film existe vraiment, hein, Alors, du coup, je me suis fait ma propre liste de films, j'en ai compté une 20aine, et je me suis dit, il faut que je les regarde tous. Alors, j'ai pris 2 semaines, j'ai essayé de regarder tous les films, bon, j'ai pas réussi, hein, je n'ai regardé qu'une 12aine, mais bon, 12 films qui parlent de maths à suivre, il faut quand même les tenir. Et du coup, dedans, j'ai découvert des choses assez incroyables, du pire comme du meilleur. Alors, exemple du pire film que j'ai pu voir, c'est un film qui s'appelle Raising Genius. Alors, le pitch du film est plutôt simple, c'est l'histoire d'un génie en maths qui s'enferme dans la salle de bain familiale. Du coup, forcément, sa famille veut l'en déloger, hein.
Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir gribouiller des formules mathématiques sur les murs, sur la douche, et aussi pour avoir une vue privilégiée sur le jardin de sa voisine, qui est une pom-pom girl et qui fait du trampoline. Le film est aussi intéressant que laisse supposer son pitch, hein, donc c'est un bon gros nanar. Et il y a juste à voir l'intro du film où on se dit qu'on va passer un très bon moment. Hein. Et du coup, j'ai aussi découvert des films un peu plus intéressants. Donc, par exemple, Les Figures de l'ombre, qui est sorti l'année dernière, qui raconte l'histoire de 3 mathématiciennes de la NASA, qui sont donc des femmes et qui sont noires, à une époque où c'était très mal vu d'être à un poste de responsabilité en étant femme ou en étant noire. Donc du coup, 3 pionnières dans leur domaine, film à voir du coup qui permet de connaître un petit peu la petite histoire de la conquête de l'espace. Et du coup, en regardant tous ces films, j'en suis arrivé en fait à l'idée qu'il y a finalement seulement 3 types de scénarios qui existent dans les films de maths. Premier type de scénario, c'est un personnage qui est un génie et on raconte son histoire. Donc par exemple, Will Hunting, l'histoire d'un balayeur qui est génie en maths. Marie, l'histoire d'une gamine qui est un génie en maths. L'homme qui défie l'infini est l'histoire d'un Indien qui est un génie en maths, etc. Mais il n'y a pas que ça qu'on retrouve dans les films de mathématiques. On retrouve aussi des histoires avec des personnages qui ont des troubles mentaux, qui sont fous, qui sont autistes. Par exemple, Proof, l'histoire d'un mathématicien qui devient fou, Le Nombre 23 avec Jim Carrey qui devient fou, Le Monde de Nathan, l'histoire d'un autiste, et évidemment on a des choses à l'intersection des deux, avec Pi, l'histoire d'un génie qui devient fou, Raising Genius, l'histoire d'un génie qui est fou, etc. Et enfin, dernier type de film qui parle de maths, c'est quand on a un mathématicien qui va sauver le monde ou sauver les siens. Et pareil, donc La Chambre de Fermat, l'histoire de mathématiciens enfermés dans un piège qui doivent s'en sortir grâce aux maths, etc. Donc là, c'était juste une introduction. Pour en savoir un petit peu plus, je vous renvoie à ma chaîne YouTube, dans laquelle je décortique plus précisément quelques films qui parlent de mathématiques, comme par exemple le film Cube ou le film L'homme qui défiait l'infini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonne-toi. Merci. Donc maintenant, on va faire appel un peu à votre enfance du côté du livre de la jungle et de Mowgli, qui, désolé de vous l'apprendre, simulait totalement les chatouilles qu'il subissait. Hein, désolé. Présenté par Valentine et Morgane de Sciences de Comptoir. Merci. Quel public génial. Bonjour à tous. On va commencer par vous montrer un extrait d'un chef-d'œuvre du 7e art, donc un documentaire animalier engagé et immersif. C'est Luc Jacquet à son apogée. Alors je meuble un peu. Alors voilà. Ça va vous ? Ça se passe bien ? Bah voilà. Merci. Non, tu me chatouilles. Non, c'est une chose qui se fait pas dans la jungle. Arrête les chatouilles, je supporte pas qu'on me chatouille. Au secours, ma guerre. Ah, ça, tu l'as cherché, tu n'as que ce que tu mérites. Alors, tu dépousses ? Oh, oui, je dépouille. Tu veux que je te dise, toi? Tu me plais. Voilà, ça c'est fait. Alors, comme vous avez pu voir dans l'extrait, Balou s'est fait défoncer sa mère par Mowgli, s'est fait chatouiller jusqu'à mourir de rire. Et j'aimerais savoir, vous, à votre avis, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu Mowgli ? En gros, si Balou était tout seul dans la jungle et qu'il avait essayé de se chatouiller lui-même. Ce serait pas passé grand-chose, j'ai entendu. Ok ? Donc d'après vous, il se serait rien passé. Vous avez l'air bien sûr de vous. Est-ce que vous avez déjà testé chez vous de vous chatouiller vous-même ? Ouais, ça marche pas ? Donc d'après notre expérience à tous, hop, on peut dire que les chatouilles, on peut pas se chatouiller soi-même.
Donc nous, dans cette conférence, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se chatouiller tout seul. On va voir pourquoi est-ce que ça intéresse les scientifiques. Et surtout, on va vous donner les moyens de quand même réussir à vous chatouiller. En 2 mots, on va changer votre vie. Donc, pour commencer, on va commencer par vous expliquer pourquoi, enfin, on va voir ensemble pourquoi on ne peut pas se chatouiller soi-même. Et pour ça, on va faire une petite expérience collective. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, c'est totalement indolore, aucun animal ne sera maltraité pendant l'expérience. Donc, on va vous demander, soyez pas timide, c'est pour la science, de prendre votre main droite, de dites je le jure, non, c'est pas ça, et posez-la sur votre épaule. Voilà, on attend encore un peu. C'est gênant, hein? Et c'est que le début. Maintenant, prenez cette même main, vous pouvez la retirer, et posez-la sur l'épaule de votre voisin de droite. C'est pour la science. Et concentrez-vous. Voilà. Maintenant, concentrez-vous sur les sensations de la main étrangère sur votre épaule. C'est bon, vous pouvez arrêter. C'est la fin de l'expérience. Merci beaucoup de vous y être prêté. Donc maintenant, c'est bon. Vous pouvez respirer un bon coup, faire quelques génuflexions. Voilà, c'est fini. Merci. Donc maintenant, on va essayer de tirer des conclusions face à cette merveilleuse expérience que vous venez de faire. Donc, est-ce que vous avez senti des choses différentes selon la main qui était posée sur votre épaule? C'était la vôtre ou l'autre? Voilà, une température qui était différente. Qui était comment par rapport à... C'était comment? D'accord, donc plus froide. Peut-être la pression qui était différente aussi. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est plus sensible quand c'est une main étrangère qui se pose sur notre épaule, plutôt que quand c'est la nôtre propre. Donc en d'autres termes, on est moins sensible quand on se touche soi-même que quand quelqu'un d'autre nous touche. Mais pourquoi? Donc du coup, pourquoi? Et c'est ça en fait qui se passe quand on se chatouille soi-même, c'est qu'on est moins sensible à nos propres mouvements. Okay, donc ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi du coup on est moins sensible à nos propres mouvements par rapport à ceux des autres. Donc pour ça, on va revoir l'action au ralenti. Alors vas-y. Donc Valentine s'apprête à poser sa main droite sur son épaule. Pendant que la main se rapproche, en fait, son cerveau est en pleine ébullition. On dirait pas comme ça, mais il est en train de calculer la distance à laquelle... la distance pour que la main arrive bien sur l'épaule et pas dans sa tête, pour qu'elle arrive avec une pression suffisante mais pas qu'elle se foute un point dans l'épaule, pour qu'elle arrive... il est en train de prédire aussi les sensations qu'elle va ressentir sur son épaule, c'est-à-dire est-ce que la main va être chaude, froide, est-ce que ça va être doux, est-ce que ça va piquer ou est-ce que ça va faire mal. Donc il fait une prédiction et ensuite, bam, la main arrive sur l'épaule et là, le cerveau confronte la prédiction qu'il a faite avec la réalité. Donc quand la main arrive, on a tous nos capteurs sensoriels là qui s'activent et qui envoient une alerte au cerveau pour lui dire ce qui se passe. Donc les messages nerveux arrivent et lui disent « Ah bah effectivement, la main est tiède, c'est plutôt une sensation douce, agréable, etc., légère. » Et donc, il compare la prédiction avec la réalité. Et là, c'est le truc super important, attention, concentration, c'est que avec nos propres mouvements, la prédiction correspond quasiment toujours à la réalité. Parce qu'on se connaît, on connaît notre corps, on sait, on est par exemple capable de toucher son poignet sans même le voir, parce qu'on sait où sont situées nos différentes parties du corps, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le concept d'atténuation sensorielle, que la prédiction est comparée à la réalité et les sensations sont atténuées, parce qu'en fait, ça correspond parfaitement aux attentes du cerveau. Donc, on ressent presque rien quand on se touche soi-même. Ok ? Et c'est pareil quand on se chatouille soi-même. Donc. Voilà, c'est pareil quand on se chatouille. Par contre, ce qui se passe quand on touche quelqu'un, enfin quand on se fait toucher par quelqu'un, plutôt, c'est qu'il n'y a pas de prédiction, parce qu'on n'est pas capable de savoir quelle est la texture de la main de l'autre, s'il a les mains froides ou chaudes, s'il fait un mouvement violent ou pas. Donc on est surpris, en fait, le cerveau est surpris, il n'y a pas d'atténuation sensorielle, et on se met à rigoler s'il y a des mouvements répétés. Okay. Pour prendre une analogie, si vous commandez un burger sur Internet, que vous le faites livrer chez vous, vous vous attendez à recevoir un super burger avec un bon steak, plein de sauce, plein de fromage.
Et au final, vous recevez ça. Expérience pas du tout vécue dans la réalité, hein, avec une seule rondelle d'oignon et juste un peu de sauce. Donc vous êtes déçus. Vous êtes déçus, les sensations sont plus fortes, les émotions sont plus fortes, parce que ça ne correspond pas à vos attentes. Voilà. Donc tout ça, ça explique pourquoi on ne peut pas se chatouiller soi-même. Ouais. Et surtout, à quoi ça sert au final réellement l'atténuation sensorielle ? Ça sert à faire la distinction entre soi et les autres. Parce que si on n'avait pas d'atténuation sensorielle, imaginez vous marchez dans la rue, vous vous touchez sans faire exprès la jambe, bah vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient de vous toucher. Vous êtes sur la défensive. L'atténuation sensorielle, du coup, ça vous sert vraiment à distinguer vous-même des autres. Ça, c'est bien dommage parce que à cause de cette atténuation sensorielle, on ne peut pas se chatouiller soi-même. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aimerait bien s'en servir, par exemple, pour se remonter le moral de temps en temps. Genre, quand vous ratez votre bus et que le suivant est dans 20 minutes. Ouais, quand on monte sur la balance après les fêtes de Noël, par exemple. Voilà. Ou quand on découvre le dernier album de Julien Doré. Donc, quand même, on est des gens très chics. On vous a dégoté quelques manières quand même de se chatouiller soi-même. Des petits trucs pour hacker son cerveau. Et on vous en propose un top 3. Alors on commence par le moins fun, a priori, c'est d'être schizophrène. Alors, là, on n'a pas trouvé d'image d'illustration, alors on a mis ça. Alors juste, être schizophrène, c'est pas du tout un dédoublement de la personnalité. En fait, c'est des gens qui ont des hallucinations visuelles ou auditives. Par exemple, une petite voix qui leur dit « commande un burger en ligne ». Et fais-le toi livrer. Ou alors, vous voyez un nain de jardin avec lequel vous discutez, ou alors vous prenez le thé avec la reine d'Angleterre, ce genre de choses. Donc il s'avère que certains schizophrènes ont une atténuation sensorielle qui est défectueuse. Ce qui fait qu'en fait, quand ils se touchent, ils ont beau voir que la main est reliée à leur propre corps, ils ont l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui les touche. Donc ils peuvent vivre ce qu'on appelle une expérience passive, donc ils peuvent se chatouiller eux-mêmes, en ayant l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui les chatouille. Ah. Bon. Mais les schizophrènes, en fait, ne sont pas les seuls à avoir des hallucinations. En fait, là, vous tous, dans la salle, vous avez des hallucinations tous les jours à un certain moment de la journée. Lequel ? Ouais, quand vous dormez. Quand vous rêvez, vous voyez des gens dans votre tête qui apparemment sont différents de vous, qui peuvent vous toucher, alors que pourtant, c'est votre cerveau qui les génère. Donc, vous avez une atténuation sensorielle qui est aussi défectueuse, un peu comme celle des schizophrènes. Et si vous vous réveillez pendant la phase de sommeil paradoxal, la phase de sommeil pendant laquelle on se rappelle le mieux de nos rêves et on a les rêves les plus nombreux, si vous vous réveillez pendant cette phase, vous pouvez vous chatouiller au réveil et a priori ça va marcher parce qu'il y a une certaine inertie après le réveil, l'atténuation sensorielle est diminuée. Voilà. Vous pourrez essayer cette nuit par exemple. C'est ça. Et dernière solution, on peut aussi utiliser un robot. Alors par exemple, oui, parce qu'on peut se faire chatouiller par autre chose qu'un être humain. C'est breaking news. Donc par exemple, vous prenez le petit chien automate que vous avez offert à votre petit dernier à Noël, par exemple. Vous pouvez, je sais pas, vous allongez, vous détendez, vous le posez sur votre ventre, vous l'allumez, et en fait, le mouvement de ses pattes sur votre ventre, ça va vous chatouiller. Et voilà, breaking news. Et on a une ultime solution en vidéo pour se chatouiller soi-même, qui nous est confiée par un youtubeur américain, qu'on va vous montrer bientôt. Voilà, je vais meubler encore. Ça va bien? Saul? So I have recently discovered a good way to tickle yourself, okay? So because you can't really do it by yourself, because you go like that, not ticklish, that's, or this, but it doesn't work. So I found a way. So if you have 2 batteries, don't do AAA, maybe AA, like this, then it'll work. Even better, those huge batteries, I forgot what they were called. As long as you have huge nostrils, it'll fit right up there. That's even better. So with these, you'll stick one in one nostril and one in the other nostril. And you can talk or go like that, and kind of just hum, and it'll tickle. So voilà. C'est l'ultime solution. Donc maintenant, grâce à nous, vous savez comment vous chatouiller vous-même. Et ce qui est magique, c'est que toutes ces solutions ne s'excluent pas les unes les autres. Donc si jamais vous trouvez un robot chatouilleur schizophrène et que vous l'appliquez sur vous à votre réveil, eh ben vous avez un bingo chatouille magique. Voilà. Donc ah oui, on a oublié juste de vous préciser un petit truc. Pardon, hein, je déborde. Tant pis pour les, hein, désolé. Et
C'est de la chimie et de la physique, après on s'en fout. Voilà. On n'a pas expliqué l'intérêt des chatouilles dans la science, et en fait, l'intérêt c'est de mieux comprendre ce concept d'atténuation sensorielle pour mieux saisir comment on arrive à faire la distinction entre soi-même et les autres, et peut-être pouvoir imaginer un jour doter les robots, par exemple, de cette faculté de conscience de soi en quelque sorte. Voilà, merci de votre attention, et n'oubliez pas de vous chatouiller. Merci à toutes les deux. Il est maintenant l'heure d'accueillir des physiciens et des chimistes sur scène. Il est l'heure de débunker la série qui a un peu démocratisé les geeks depuis quelques années, Big Bang Theory, et de savoir que... Mais en vrai, à quoi ça ressemble un physicien, un vrai? Bruisicor et Nance vont pouvoir répondre à cette question. Merci. Ok. Bon, vous avez été un peu spoilé. On peut vous montrer une vidéo d'abord. Si elle peut bien partir. Ok. Il y en a qui l'ont expliqué. Bon, ben en fait, vous n'avez pas été spoilé, on va partir direct sur Big Bang Theory. Alors, en fait, ce qu'on avait prévu, c'était de vous montrer un extrait de vidéo totalement absurde où il y avait des gens qui sortaient d'un caisson au fond de l'océan et qui sortaient comme ça, juste avec une bouteille d'oxygène et qui arrivaient à remonter juste en nageant, sans palier de décompression, rien du tout, et puis ils en sortaient en bonne santé. Mais bon, on s'est dit que ça serait peut-être mieux d'essayer de faire quelque chose qui avait un petit peu plus de défis avec une série où il y a des conseillers scientifiques, etc. Et donc, on a pensé à The Big Bang Theory. This is Ira Plato, and you're listening to NPR's Science Friday. Joining us today by phone from his office in Pasadena, California, is Dr. Sheldon Cooper. This is going to be a riot. Thanks for being with us today, Dr. Cooper. My pleasure, Ira. Ok, alors il y a juste un petit truc qui me perturbe là, c'est qu'il est en train de remplir cette pièce d'hélium. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène? Oui, tu penses à l'anoxie, c'est-à-dire quand il n'y a plus suffisamment d'oxygène dans la pièce et on commence à étouffer, suffoquer, voire mourir dans le meilleur des cas. Ouais, quelque chose comme ça. Mais non, ils ont prévu leur coup quand même. Donc si tu regardes un petit peu derrière, tu arrives à passer la vidéo, tu vois qu'il y a une grosse bonbonne d'hélium au premier plan. Par contre, ensuite un petit peu derrière, tu vois qu'il y a une autre bonbonne. Et elle est marquée oxy, là, en très petit. Donc il a prévu son coup, il n'a pas rempli la pièce avec de l'hélium pur, il a rempli avec ce qu'on appelle de l'héliox, c'est-à-dire un mélange hélium-oxygène qui est par exemple utilisé en plongée pour les très grandes profondeurs. Donc pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ok, bon, ils ont pris le coup, on continue? Now let's talk about magnetic monopoles. Can you explain to our audience just what a monopole is? Of course. First, consider an ordinary magnet, which has, as even the most uneducated in your audience must know, two poles. North and South Pole. If you cut that in half, you have two smaller magnets, each with its own North and South Pole. Dr. Cooper, I think there might be something wrong with our connection. No, I hear you fine. Ok, bon. Il a rempli de la pièce avec un mélange d'hélium et d'oxygène. Et donc Sheldon Cooper, que je pense que vous connaissez à peu près tous, a une voix qui est un petit peu bizarre, elle a l'air plus aiguë. Qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à ça, il va falloir revenir au basique, je le pense. Qu'est-ce que c'est qu'un son? Alors, un son, c'est une succession de surpression et de décompression dans l'air. Et donc ces surpressions et décompressions vont être espacées dans le temps. Et c'est cet espace dans le temps, le nombre de compressions et de décompressions dans une seconde, va nous donner la fréquence de ce son. Et donc plus c'est aigu, plus la fréquence est élevée, plus c'est grave, plus la fréquence est basse. Tout à fait. Donc c'est lorsqu'un objet vibre, il va pousser ou retirer de l'air, et donc c'est ces nombres de compression que vont former ces franges que vous voyez apparaître.
Et ces franges, elles ont aussi une périodicité dans l'espace. Vous voyez qu'elles sont séparées par une distance qui est constante, et ces distances, on appelle ça la longueur d'onde. Ok, donc si on veut un son plus aigu, on accélère notre gifle, on fait bouger notre piston sur le côté un petit peu plus vite, il fait bouger l'air plus vite, et donc on a une fréquence plus élevée, un son plus aigu. Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas changé lorsque tu as modifié le gifle. C'est la distance entre les vagues. Ma longueur d'onde est toujours la même. Parce qu'on a changé aussi également autre chose, c'est la vitesse de propagation. Si vous voyez, les vagues ont l'air d'aller de plus en plus vite vers le côté droit. Ok, donc en fait ça c'est ce qui se passe quand on est dans l'hélium. Les particules qui composent l'hélium sont plus légères, elles sont plus faciles à déplacer, et donc l'onde va se déplacer plus rapidement. Donc ça serait pour ça qu'on aurait une voix plus aiguë pour Sheldon dans cette scène. Donc, c'est pas totalement le cas ici. Donc le raisonnement est, l'onde se déplace plus vite, la fréquence vient plus haute, le son est plus aigu. Mais dans ce cas, puisque toute la pièce est remplie avec de l'hélium, pourquoi il n'y a que le son de Sheldon qui est modifié et pas la voix du haut-parleur, par exemple? Ton raisonnement devrait fonctionner aussi dans ce cas-là. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui change entre Sheldon et le téléphone? Alors, du coup... Ah oui, non, parce que du coup, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était que c'était le piston qui bougeait qui faisait la fréquence. Et donc, ce qui fait le son pour le téléphone, c'est juste le haut-parleur qui bouge, donc il fait un peu de piston. Par contre, pour Sheldon, c'est les cordes vocales qui vibrent. Et les cordes vocales, qu'elles soient dans l'hélium ou dans de l'air, elles vibrent à la même vitesse. Donc, ça serait pas totalement la voix de Sheldon qui devient plus aiguë. Il y a quelque chose d'un peu plus louche derrière. Ouais. Donc, que fait une corde vocale? Elle fait ce qu'on appelle un buzz, c'est-à-dire un ensemble de sons un peu indéfinis. Quelque chose comme... Voilà. Poussé à l'extrême, si on fait juste un bruit sans fréquence définie, c'est par exemple... Vous n'avez pas de notes qui suragissent, c'est un mélange de sons qu'on appelle du bruit. Maintenant, si je fais le même souffle, si je le fais dans cette bouteille, là, on a une note qui ressort. Maintenant, si moi je souffle dans ma bouteille, j'ai une autre note qui semble émerger. Bon, donc là, c'est la différence entre un flûtiste et un pas flûtiste. Bref, là, ce qui s'est passé, là, c'est que la bouteille a sélectionné une fréquence en particulier. Mais donc, quelle est la différence entre nos deux bouteilles? La mienne, elle a de l'eau. Et la mienne, non. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai créé des ondes qui se sont propagées dans une bouteille. Et à chaque fois qu'elle rencontre une perturbation, par exemple le fond de ma bouteille ou le goulot lorsqu'elle passe dans l'autre sens, elle va changer de direction. Donc j'ai un flux d'ondes qui va et fait des allers-retours, des successions d'allers-retours dans la bouteille. Et du coup, la durée que l'on met à faire des allers-retours dans la bouteille, c'est ça qui va faire vibrer la bouteille en elle-même et qui va créer notre onde au final que vous entendez. Ou plutôt, qui va amplifier la fréquence que j'ai fait dans mon... qui va en amplifier une seule en particulière, celle que vous avez entendue tout à l'heure. Donc en effet, pour la fréquence, c'est le temps que met un aller-retour pour se faire. Donc vous avez deux moyens de modifier ça. Soit comme on l'a fait en modifiant le trajet, si vous raccourcissez le trajet, l'aller-retour prend moins de temps, donc la fréquence est plus rapide. Soit vous faites aller l'onde plus rapidement, en modifiant la vitesse du son, et donc là, l'onde va plus vite, le temps est plus court, et donc vous avez une fréquence qui augmente. Voilà, donc c'est à peu près ce qui se passe quand on a l'hélium, quand Sheldon parle dans l'hélium. Du coup, si Sheldon a bien parlé dans l'hélium, on devrait avoir des fréquences qui sont les mêmes sur nos spectrogrammes ici, qui sont la décomposition des fréquences. My pleasure, Ira. On va passer les vidéos, vu qu'on est en retard. Et donc pour un son qui a été... le son après inhalation de l'hélium. No, I hear you fine.
Voilà, donc ce qu'on s'attendrait si c'était bien l'hélium, c'est que les fréquences soient toutes les mêmes, mais qu'il y en ait qui soient plus fortes que les autres, et que ce soit les fréquences plus aiguës qui soient amplifiées ici quand il a inhalé de l'hélium, et que ce soit des fréquences plus graves qui soient amplifiées ici quand il a inhalé juste de l'air. Donc, conséquence, il a triché. Mais si on regarde la diapo suivante, donc ça c'est quand il a pris de l'hélium, ça c'est quand il n'a pas pris de l'hélium. Ici il parle entre 100 et 200 Hz avec sa voix normale. Ici il parle entre 200 et 300 Hz avec sa voix où il est censé avoir pris de l'hélium. On s'attendrait à ce que ça soit dans le même endroit. Et non. Donc soit il a bien pris de l'hélium et il a ensuite essayé de parler plus aigu, soit ils ont carrément bougé le spectre informatiquement. Donc il a triché. Ouais. Mais j'ai quand même une question. Peut-être si on avait montré que le débit de la bouteille de gaz n'était pas suffisant pour remplir la pièce à temps en hélium et on serait peut-être allé plus vite pour la conférence, là on serait pas en retard. Ouais, mais on a fait ça. Merci. Et bien maintenant nous allons basculer dans l'horreur avec un alien bien connu du cinéma, le xénomorphe, qui est un parasite. Est-il un parasite remarquable? Présenté par le tout aussi remarquable Pierre Kerner. Merci. Bonjour tout le monde, partez pas, il y a un xénomorphe. Alors, moi ma question, j'aime beaucoup les parasites, et la question c'est, est-ce que parmi tous les parasites, celui qui est représenté dans les films Alien, le 8e passager, Aliens, Alien 3, pas Prometheus, et Alien Covenant, est un parasite remarquable? Bon, la question mérite d'être posée. La première chose qu'on va se poser, c'est est-ce que le cycle de vie du xénomorphe est intéressante? Alors pour ça, il faut poser la question, qui était le premier, l'œuf ou le xénomorphe? Et vous allez voir que, en fait, en étudiant attentivement le cycle de vie du parasite qu'est le xénomorphe, on s'aperçoit qu'il y a des complications et des énigmes qui ne sont pas encore répondues. C'était pas une phrase française, c'est pas grave. Du coup, le cycle de vie du xénomorphe avec ou sans reine, on va commencer par sans reine dans ce qu'on voit pour le Alien le 8e passager. Tout commence par un œuf qui donne ce qu'on appelle un facehugger. Ensuite, ça donne un facehugger qui va se coller sur un premier hôte, un humain, qui va permettre, après un temps d'incubation, d'obtenir ce qu'on appelle un chestbuster. Et enfin, un xénomorphe. Qui sort, et la question c'est comment on arrive à fermer le cycle. Dans Alien le 8e passager, on n'a pas de réponse. Arrive Aliens, dans lequel on nous introduit la réponse, une reine qui pond les œufs. Certes, mais d'où vient la reine? Alors bon, on n'a pas de réponse, mais on est dans un film, donc on s'en fout. Moi, personnellement, j'envisage tout simplement que le xénomorphe soit se transforme en reine, soit il attend de retrouver un autre xénomorphe, il copule, ça donne une réponse. En bref, c'est quand même un tout petit peu compliqué. Autre étape qui peut permettre de se rendre compte que le xénomorphe n'est pas nécessairement remarquable, c'est cette fameuse étape dans laquelle on voit le facehugger. Ah oui, j'ai oublié de dire. Et est-ce que Prometheus nous permet de comprendre cette situation? Mais bien sûr, parce que en fait, il y a un ingénieur, il y a une sorte de glue unique, et puis après, il y a un fait... Bon, en fait, non. Donc Prometheus n'apporte pas la réponse, si ce n'est que ça nous apporte la possibilité d'acheter beaucoup plus de paracétamol en pharmacie. Intéressons-nous plutôt au facehugger. Le facehugger, donc, c'est ce fameux parasite qui va incuber un œuf à l'intérieur d'un hôte, généralement un humain, comme vous le voyez, ça peut arriver en kit chez Ikea, pour obtenir une incubation d'une larve, un chestbuster qui va sortir au moment opportun. Alors, constat 1, il y a un seul œuf qui est pondu qui donne un xénomorphe sortant au stade larvaire, le chestbuster. Et l'hôte décède. Est-ce que ça, c'est efficace? Laissez-moi vous montrer un parasite ô combien plus efficace qu'un facehugger. Voici la guêpe parasitaire Cotesia glomerata, une petite guêpe qui a pour habitude de pondre ses œufs dans une chenille. Elle ne va pas pondre un œuf, mais une douzaine d'œufs qui vont sortir. Alors là, une douzaine, c'est une demi-douzaine, deux douzaines d'œufs qui sortent au stade larvaire. Et chose remarquable, donc déjà beaucoup plus d'efficacité, mais l'hôte ne décède pas nécessairement. En effet, la plupart du temps, l'hôte, une chenille,
garde dans son corps une larve parasitaire qui va se ficher à l'intérieur du cerveau de la chenille pour en contrôler son comportement. Résultat, celle-ci va devenir un garde du corps des chenilles qui viennent d'émerger pour pouvoir réaliser leur métamorphose tout en ayant un garde du corps qui va enlever tous les éventuels prédateurs. Vous avez bien vu le chestbuster, c'est une sorte de petite crevette là, qui sort du ventre de quelqu'un. Bah, c'est un peu sensible, c'est un moment où il n'a pas intérêt à crever. Imaginez si les humains se mettaient à protéger le chestbuster en foutant des patates à tous les gens qui les approchent. Ça serait un film qui aurait été un petit peu plus impressionnant. Bref, moi ce que j'en dis. Autre chose, est-ce qu'on peut pas plaindre le xénomorphe? Moi je me suis toujours demandé, vous savez, qu'est-ce que c'est que cette petite merdouille là qui reste dans la bouche là? Alors bon, on dit, bon, ça peut être une seconde mâchoire. C'est complètement aberrant. Moi je vais vous dire, à mon avis, ce que c'est. Les xénomorphes, c'est des pauvres bestiaux qui sont généralement victimes d'un hyperparasitisme. Eux-mêmes sont parasites, soit, mais ça, à mon avis, c'est un autre parasite. Le fait est que ça existe dans la nature. Le fameux crustacé isopode Simotoa exia est un isopode qui se fiche à la place des langues de certains animaux, comme par exemple ici un Vivano ou ici Nemo, les scènes qui n'ont pas été montrées par Disney, dans lequel on voit un Simotoa qui se trouve à l'intérieur et qui a remplacé la langue de son hôte. Et la question qu'on se pose tous, c'est comment ça nique tout ça? Je ne vous le réponds pas. Vous pourrez le redécouvrir dans un livre merveilleux qui paraîtra le 14 mars. Bon, et maintenant, une autre question qui me turlupine. La question, c'est, on va quand même passer un petit moment à regarder ce qui se passe dans Prometheus. Et la question, c'est donc, pourquoi Prometheus aurait créé une sorte de vie sur Terre pour ensuite balancer des xénomorphes et essayer de se débarrasser des humains? Moi, je vais vous répondre. À mon avis, les ingénieurs sont de simples agriculteurs planétaires. Mes indices. 1. Ils sont habillés comme des pecnos. 2. Là, on voit cette étape particulière dans laquelle un ingénieur mange quelque chose visiblement pour pouvoir se désintégrer et ensemencer la planète pour pouvoir ensuite récolter plein de bonnes choses. Ça, à mon avis, c'est tout simplement une méthode originale de semis. Et donc, pourquoi il serait cassé la tronche à créer des xénomorphes? Eh bien, mon avis, c'est tout simplement que c'est un outil de lutte biologique. Alors, le fait est que ça existe. Pour nous, on utilise des parasites. Vous avez peut-être des jardins dans lesquels vous allez pouvoir utiliser des parasites pour vous débarrasser de nuisibles. Donc, nous, ce seraient les humains, les nuisibles, ceux qui sont débarrassés par les xénomorphes. Mais, par exemple, si vous avez des limaces, vous pouvez utiliser des nématodes parasitaires qui, en plus, sont très pratiques puisqu'ils tuent les limaces, mais en plus, au moment où la limace se retrouve dépourvue de toute volonté, elle va s'enterrer sous terre, ce qui fait quelque chose de beaucoup plus propre. Et vous avez des antimites également avec des guêpes parasitaires que les trichogrammes. Donc, à mon avis, et ce sera la conclusion de ma présentation, les ingénieurs, c'est tout simplement de bons fermiers. Et qu'ils ont fait un ensemencement qui marche pas, il y a toujours des petits parasites, des petits humains là, qui font chier, donc hop, on leur balance des xénomorphes, et c'est réglé. Voilà. Donc, toutes ces informations, si ça vous intéresse, vous pouvez les découvrir dans un livre qui s'appelle Moi, Parasite, sorti le 14 mars. Sinon, allez sur mon blog et abonnez-vous. Merci Pierre. Et enfin, pour finir, garantie 100% spoil, et va nous apporter une critique sur un épisode de Black Mirror et sa vision de l'intelligence artificielle. Ok, bon, on va parler de Black Mirror. Il y a des fans de Black Mirror? Yeah. Saison 2, épisode 1. Il n'y aura pas de spoil, hein, promis. En fait, j'ai spoilé les 15 premières minutes de l'épisode 1 de la saison 2, qui est l'épisode qui s'appelle Be Right Back, où il y a le personnage principal, Martha. Donc elle a un copain qui s'appelle Ash, et Ash décède au début de l'épisode. C'est au début de l'épisode. Et Martha est dévastée, on peut l'imaginer. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est pas elle qui fait, c'est une amie de Martha qui inscrit Martha à un site de reconstitution de l'identité digitale d'un défunt. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce que va faire Martha, c'est qu'elle va juste ouvrir son application de chat préférée, que ce soit Facebook, WhatsApp ou MSN Messenger. On sait jamais, peut-être Messenger. Et elle va reprendre la discussion qu'elle avait avec Ash, le défunt. Et Ash va répondre. Alors en fait, c'est pas Ash qui va répondre, puisque je l'ai fait un peu en version rapide parce qu'on est en retard, mais Ash ne va pas répondre lui-même puisqu'il est mort. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir une intelligence artificielle qui va analyser toutes les données qu'Ash a laissées sur Internet, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez, et va essayer d'imaginer comment Ash aurait répondu à Martha.
Alors ça peut paraître voilà, une technologie très lointaine, mais en fait il y a déjà des entreprises qui travaillent sur, pas exactement ça, enfin, quoique si, ça exactement, mais ouais, il y a pas mal d'entreprises en fait, qui travaillent sur une intelligence artificielle avec laquelle on pourrait chatter, et enfin, ce serait vraiment naturel et voire plaisant de chatter. Donc voilà, il y a Lucas, Yandex, Replica, j'ai testé Replica, c'est de la merde. Mais la recherche avance très vite. Et ça, aujourd'hui, on n'y est pas du tout, mais j'ai vraiment envie de vous dire que les progrès sont vraiment spectaculaires aujourd'hui. En octobre 2017, il y a Facebook qui a publié un article, donc Facebook fait énormément de recherches en intelligence artificielle, et Facebook a publié en 2017 un article absolument stupéfiant, vraiment, c'est le truc qui m'a le plus stupéfait, bien plus stupéfiant que tout ce que vous avez pu lire d'autres, à mon avis, en intelligence artificielle sur AlphaGo, je sais pas pourquoi. Ce qu'ils ont fait, Facebook, c'est qu'ils ont donné à lire une intelligence artificielle plein de textes en anglais, puis ils lui ont donné à lire plein de textes en français, mais ce n'était pas des traductions les uns de l'autre, ils n'avaient rien à voir, hein. C'est des textes en anglais, textes en français. L'IA a juste lu énormément d'anglais, énormément de français, et à la fin, elle était capable de faire de la traduction de l'anglais au français, sans aucun exemple de traduction. C'est vraiment stupéfiant. Et le plus fou, c'est la manière dont elle y est arrivée. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a lu plein de textes en anglais, et elle a essayé de construire une sémantique des mots en anglais. D'un point de vue un peu mathématique, en fait, elle prend les mots, et elle essaie de les transformer en un point dans un espace de sémantique. En fait, c'est un point dans un vecteur, dans un espace vectoriel de dimension 50 ou 100, quelque chose comme ça. Mais en gros, ça correspond juste à avoir une représentation du sens du mot. Et elle a fait pareil avec le français, les mots français, elle a trouvé une représentation vectorielle des mots de la langue française. Et ensuite, elle avait deux espaces de sémantique, la sémantique en anglais et la sémantique en français. Et elle a trouvé une façon de coller, de superposer ces deux espaces de sémantique. Et ça lui a fait un canal qui va des mots en anglais, à la sémantique en anglais, à la sémantique en français, aux mots en français. Et le plus fou, c'est que ça, c'est devenu l'état de l'art. C'est-à-dire elle a battu toutes les autres intelligences artificielles dans cet exercice de traduction de mot à mot. Alors le problème, c'est qu'elle sait faire essentiellement que mot à mot. Elle a encore du mal à traduire des phrases ou des expressions. Je pense à dire, hein, mais on n'y est pas encore. Et bien sûr, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'arrive pas à inférer le sens de tout un paragraphe ou de tout un livre, ça on n'y est pas encore. Mais vous voyez que Black Mirror, saison 2, épisode 1, on n'y est peut-être pas si loin que ça. Et j'ai vraiment envie de finir sur ça, sur le fait qu'aujourd'hui, voilà, je pense que cet épisode de Black Mirror, avec cette intelligence artificielle dans nos téléphones, auquel on est assez addict, ça c'est la manière dont les intelligences artificielles vont envahir notre quotidien. Oubliez les robots et tout ça, c'est trop compliqué à faire. Par contre, une intelligence artificielle dans votre téléphone à laquelle vous êtes complètement addict, ça risque vraiment d'arriver. En fait, c'est déjà arrivé. Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont partout dans vos téléphones. Aujourd'hui, l'entité la plus puissante au monde, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est une intelligence artificielle. Je pense que, par exemple, quelque chose comme le moteur de recherche de Google, ou ça va vous intéresser puisqu'on est entre YouTube, il y a pas mal de youtubeurs. Je pense que l'algorithme de YouTube aujourd'hui a un pouvoir vraiment énorme. Aujourd'hui, l'algorithme de YouTube il est capable de prendre n'importe quel viewer lambda et puis il l'amène sur une pente glissante en allant dans des vidéos de plus en plus extrêmes qui vont ils vont l'enfermer dans tout un filter bubble comme on les appelle. Et voilà, il va partir d'une vidéo qui a l'air assez banale, et puis petit à petit, on a tous fait l'expérience. On commence à regarder YouTube à 9h du soir, et à 3h du matin, on se dit « Ah merde, je suis arrivé là ». Et cette intelligence artificielle est super puissante. Elle pourrait faire le bien, elle pourrait essayer de suggérer plutôt des trucs, je sais pas, éducatifs. Mais aujourd'hui, c'est pas la fonction objective de cette intelligence artificielle. Elle nous amène à nous enfermer dans des filter bubbles. Je vais un peu finir sur ça. Je sais pas si ça vous fait un peu froid dans le dos. Mais si ça vous fait froid dans le dos, bah, bienvenue dans Black Mirror. Merci. Merci à tous d'être venus, c'est terminé, en espérant qu'on a attisé votre curiosité. Désolé pour avoir débordé. Et bon festival. Si vous voulez nous retrouver, c'est au stand du Café des Sciences, premier étage au milieu. Merci à tous.